Il est temps pour moi maintenant d'accueillir notre premier invité, Pierre Othus, directeur général de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, fédération qui représente plus de 25 millions de propriétaires en France. Donc, bonjour Pierre, je vous laisse vous installer. Alors, Bonjour, merci de m'accueillir. Je vais rester bien assis sur mon fauteuil et ne pas tomber. Merci de m'accueillir parmi vous. C'est un plaisir. Donc vous êtes avec nous aujourd'hui et vous représentez la voix des propriétaires bailleurs en France. J'ai une première question pour vous. Est-ce que les propriétaires privés sont indispensables à l'investissement locatif et est-ce qu'on pourrait parler d'utilité économique et sociale ? Alors, tout à fait. Dans les années 80, un certain nombre de réglementations sont arrivées. La première loi est la loi Quillot, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, pour le marché de l'immobilier locatif, notamment d'habitation. Et les propriétaires bailleurs individuels ont été appelés, entre guillemets, à la rescousse face au désengagement progressif, pour un tas de raisons, des fameux institutionnels, les zinzins, comme on les appelait communément. Et on a par ce biais, réussi à faire croître 30 à 40% de l'offre locative nécessaire pour loger les Français face à la démographie et aussi à la structuration des familles, plutôt dans les années 2000. Donc effectivement, ils ont un intérêt économique important, central. On fait souvent le triptyque entre le transport, le logement et l'emploi. Et donc, dans ce triptyque, il y a bien le logement et les entreprises ont besoin d'être logées dans leurs bureaux, notamment dans les commerces. On l'a vu pendant cette crise sanitaire, les commerces ont été particulièrement impactés. Et puis, les salariés des entreprises, par le biais de divers acteurs, qui sont le logement social, il y a Action Logement, le logement intermédiaire, encore quelques institutionnels et les bailleurs privés, qui sont absolument centraux. Il y a toute une économie autour des bailleurs qui tourne, et sans leurs apports financiers, le parc locatif de logement ne pourrait pas se tenir et subvenir tant bien que mal, parce qu'on a quand même des difficultés, à un certain nombre d'obligations pour loger l'ensemble des Français. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la notion de rente immobilière et de l'augmentation des prix dans certains secteurs qui sont tendus ? Alors, quand on parle de rente immobilière, je pense qu'on est complètement à côté de la plaque. On est complètement à côté du sujet. À l'UNPI, on représente les petits bailleurs, qui représentent 80 à 90% des bailleurs privés en France. Il y a peu ou prou 3 millions de bailleurs locatifs pour le marché de l'habitation. Il y a 7 millions de logements privés en France. Il y en a un peu moins de logements sociaux. Et donc, de parler de rente quand on s'adresse à des gens qui ont 1, 2, parfois 3 lots maximum mis en location, qui préparent une retraite, qui sont des artisans, des commerçants, des professions libérales, qui sont un peu inquiets à juste titre sur les montants qu'ils toucheront en retraite, ou bien, on l'a vu d'ailleurs pendant la crise, tous ceux qui ont des locaux commerciaux, qui les ont achetés, ils ont acheté leurs murs, et puis qui les louent pour subvenir à leur retraite. C'est quelque chose qu'on a beaucoup observé en 2020-2021, de gens qui nous disent « je n'ai plus de quoi vivre si je n'ai pas les loyers pour les loyers qui est payé par mon preneur, mon locataire commercial ». Eh bien, voilà, on est vraiment très très loin de l'image du rentier multipropriétaire, quand bien même celui-ci a aussi un rôle essentiel et indispensable, il n'y a pas de débat là-dessus, mais on est loin, loin, loin d'une rente du bailleur qui serait assis dans son transat, en tout cas la rente d'un point de vue communication, dont on parle toujours, parce que la rente est une réalité juridique. Mais voilà, quand on parle des rentiers immobiliers, on a commencé ce quinquennat avec un mot malheureux de notre président, qui a essayé de redresser la barre et de rectifier le tir au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que ça choque beaucoup. Ça fait beaucoup de mal, et puis ça ne motive pas les gens à continuer d'investir, et on en a bien besoin. Et comment est-ce que vous envisagez les contraintes fiscales et réglementaires qui sont toujours plus importantes sur les propriétaires, qu'ils soient bailleurs comme occupants ? Alors, pour les occupants, les contraintes fiscales pèsent sur la taxe foncière principalement, et les contraintes réglementaires, c'est surtout la copropriété, qui est de plus en plus complexe, même si on tend à simplifier les règles de vote, etc., pour faire voter des travaux et pour intensifier la rénovation énergétique notamment. Mais cette contrainte réglementaire et fiscale, elle est très prégnante et elle pèse beaucoup sur l'investissement. Aujourd'hui, on a coutume de dire à nos adhérents, aux gens qui viennent nous voir, ne restez surtout pas seuls. Entourez-vous, appelez des professionnels de l'immobilier,
de l'investissement, des gestionnaires de patrimoine qui peuvent vous accompagner, et puis des partenaires financiers nécessairement pour pouvoir investir. Mais ne restez surtout pas seul, et surtout venez dans les chambres UNPI, je profite pour en parler quand même, mais dans les chambres UNPI, on donne justement accès à un certain nombre de partenaires, de gens qui viennent faire des consultations gratuites pour ouvrir un peu le champ des possibles sur tous les professionnels qu'il y a autour de l'immobilier, les notaires, les avocats, les gestionnaires de patrimoine, les géomètres experts, les syndics, etc., pour bien comprendre l'environnement. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce poids réglementaire, ce poids fiscal qui pèse sur les propriétaires immobiliers, les investisseurs de manière générale, devient de moins en moins soutenable. Et donc, entourez-vous pour ne pas faire d'erreur, mais on se demande si aujourd'hui on n'est pas à un tournant qui a été le même tournant des années 80 où on a fait confiance aux ménages, aux propriétaires privés individuels d'investir dans le logement massivement. Et s'il ne faut pas qu'on fasse en sorte de créer un environnement général, global, d'investissement favorable pour que des gens se constituent à un échelon un peu supérieur. Alors il ne faut pas enlever le caractère populaire, accessible, avec le formidable levier de l'emprunt pour investir. Évidemment, il faut garder cette caractéristique-là, mais pour une partie du parc, pour motiver des investisseurs qui seraient des quasi-professionnels de l'investissement, qui pourraient se constituer d'ailleurs en foncière ou en société, même à l'IS parfois, eh bien, peut-être faut-il qu'on monte le nombre de lots pour deux raisons. La fiscalité serait moins pesante quand on commence à industrialiser un peu son process. On peut ensuite peser auprès des pouvoirs publics pour expliquer que justement cette fiscalité elle est trop forte, trop importante et que les moyens mis à disposition ne sont plus adaptés. Et puis du point de vue de la rénovation énergétique, je pense que si on massifie un peu avec des acteurs qui ont 50, 100, 200 lots, je rappelle qu'en Allemagne il y a des acteurs qui possèdent du logement qui ont 3000 lots, jusqu'à 3000, 4000 lots. Donc ce sont des institutionnels qu'on n'a plus. Et reconstituer les institutionnels mettra du temps, si tant est que ces institutionnels veuillent revenir vraiment sur le marché du logement notamment. Et en attendant, constituer un échelon intermédiaire entre le petit bailleur que je décrivais tout à l'heure, qui a besoin, qui prépare sa retraite, qui fait un investissement de bon père de famille, entre guillemets, avec une logique de transmission et une valeur patrimoniale de son investissement, et bien de constituer des acteurs intermédiaires qui seraient quasi professionnels, voire professionnels de ce qu'ils font, qui travailleraient largement avec tous les acteurs que l'on connaît aujourd'hui, les agents immobiliers, les syndics, les conseillers en gestion de patrimoine, parce qu'il vaut mieux, d'ailleurs pour eux, d'avoir un interlocuteur qui a plusieurs lots que plusieurs interlocuteurs qui n'ont qu'un seul lot. Donc on pourrait faire réfléchir à ce que cela génère des économies dans le traitement des dossiers de chacun, mais d'avoir ces acteurs puissants qui géreraient mieux la transition énergétique qui est demandée, les nouvelles implications qu'il y a avec l'éradication, entre guillemets, des logements qui sont énergivores, en tout cas de travailler sur la qualité thermique du bâti, plus facilement avec eux, qui ont des moyens plus larges, des meilleurs contacts au niveau de leur banque, de soutien financier, etc. Et puis qui sont une logique vraiment, voilà, c'est pas des collectionneurs, c'est des gens qui sont là pour voir à long terme comment ils gèrent leur patrimoine. Et puis, un gros frein pour les bailleurs, souvent, c'est de se dire je vais avoir des impayés. Les fameux impayés de loyer qui représentent en réalité pas grand-chose. Ils sont plutôt de l'ordre de 2-3%. C'est un peu comme le chômage systémique qu'on ne peut pas décrocher. Eh bien, vis-à-vis de cela, quand on a 20, 30, 40 lots et qu'on a un impayé, c'est plus facile que quand on a deux lots, qu'on a un emprunt, des charges, des impôts, etc. Et de se dire j'ai 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois d'impayés, je n'arrive pas à suivre. Et donc, cette catégorie de bailleurs, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et voir comment on peut l'organiser et créer un environnement pour eux, pour attirer de l'investissement supplémentaire, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Justement, Pierre, on a une question dans le chat. Vous parlez des loyers impayés. C'était peut-être une des principales préoccupations des propriétaires durant la crise. Est-ce que durant cette crise, vous avez été sursollicité ? Et si oui, pour quelles préoccupations principales ? Alors, on a créé un observatoire immédiatement, un observatoire des loyers impayés dans l'habitat et dans le commercial. Alors nous, on représente à l'UNPI les commerces plutôt de pieds d'immeubles, les commerces qui sont un peu en périphérie, mais pas les grands centres commerciaux, les grandes foncières que tout le monde connaît, Unibail, Westfield, etc. Eh bien, il y a eu une forte inquiétude dans l'habitat.
très très grande inquiétude dans l'habitat, ça a été fulgurant. D'ailleurs, l'ANIL, l'Agence nationale d'information du logement, a mesuré la même chose du côté des locataires. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus poser des questions. Mais en réalité, on s'est rendu compte assez rapidement que cette inquiétude a diminué dans les mois qui ont suivi les différents confinements, et suivant les confinements successifs, l'inquiétude était moins forte au départ, mais on a mesuré cette inquiétude. On a mesuré aussi les impayés. Il y a eu du retard dans les paiements. Au premier confinement, on avait même des adhérents qui nous disaient « bah oui, nos locataires ne nous payent pas, on a pris contact avec eux, mais ils ont des problèmes pour accéder aux distributeurs automatiques parce qu'ils payent en liquide ». Il y a beaucoup de gens qui payent dans un certain nombre de territoires leur loyer en liquide. Et puis, la deuxième raison, un peu plus importante, c'est que les locataires se sont dit « je suis dans une situation un peu précaire, j'ai des difficultés, le loyer, ce sera la dernière chose que je vais payer ». Et donc, pour des loyers qui étaient payés habituellement entre le 5 et le 10 du mois, pour être très concret, on les a retrouvés que dans le 15, 20, 25 du mois, au moment les plus compliqués. Et donc, ça s'est résorbé. Et d'ailleurs, le 12 juillet, on a encore une réunion avec la ministre Emmanuelle Wargon sur ce sujet, avec d'autres acteurs professionnels et même le logement social. On n'a pas eu d'impayés de loyer massif dans l'habitation. On a eu des difficultés dans le commercial, c'est vrai. Il y a eu des remises de loyer. On a obtenu des crédits d'impôt, notamment pour le mois de novembre. On aurait aimé que ça se pérennise pour plusieurs mois ensuite. Mais dans l'habitation, pas de problème, ou en tout cas pas pour le moment. On était très attentifs, mais pour le moment, on n'a pas eu de problème. Mais dans le commercial, effectivement, il y a eu des remises de loyer, il y a eu des transactions de gré à gré et des échanges avec les preneurs pour trouver des solutions concrètes à leurs problèmes. Mais il faut être tout à fait honnête. Il va y avoir de la casse dans les mois qui vont venir, peut-être les années, d'un certain nombre d'acteurs qui vont quitter les locaux commerciaux. Il va y avoir peut-être un peu de vacances dans certaines villes, etc. Donc nous, on les accompagne et on accompagne les bailleurs dans ce domaine pour pas qu'ils se retrouvent eux-mêmes en difficulté vis-à-vis de leurs charges et financements par ailleurs. Ok, donc affaire à suivre dans les prochains mois. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat pour le moment. Donc merci beaucoup Pierre, c'était un plaisir de vous avoir avec nous sur ce plateau.